Baba, c'est toi qui as demandé à écrire le livre avec papa? Non, pas du tout. Comment ça s'est Pas passé? du tout. Moi, j'allais dans des écoles et je faisais des témoignages et je racontais mon histoire. Et puis un jour, quelqu'un a dit, vous avez un livre, madame? Alors j'ai dit, non, 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 moi, je ne sais pas écrire. Je parle beaucoup. Je suis bavarde en plus. Et puis, je me suis dit peut-être quand même qu'il faudrait que je laisse quelque chose. Et j'ai commencé à écrire. Mais comme je ne sais pas vraiment bien écrire, j'écris mal. J'écris comme je parle, c'est un peu du coq à l'âne. Et j'ai arrêté, puis j'ai recommencé, et c'était très compliqué. Et une ancienne amie, psy, m'avait dit, c'est compliqué d'écrire parce que parler, les paroles s'envolent, tandis qu'écrire, ça reste sur le papier. C'est vrai que ça me perturbait beaucoup. Puis j'ai continué et puis enfin j'avais, je pense, terminé quelque chose qui tenait la route. Et j'ai demandé à papa, écoute, est-ce que tu as pas un grand éditeur, même un petit truc que je le spirale et que je puisse peut-être le donner à des élèves. Et il a dit, ben non. Et puis un jour il a dit, il va raconter lui comment ça s'est passé. On peut écrire ensemble. Et d'abord, je me suis dit, oh non, merde, c'est pas possible, parce qu'il écrit mieux que moi, et il va tout écrire, et moi, ce que moi j'avais à dire, je voulais que c'était là, j'avais même trouvé un titre que je trouvais très joli. C'était quoi? C'était Entrouvrir la porte de ma mémoire enfouie. Je trouvais ça vraiment très joli, c'était bien ça. Oui, ça fait rire, mais... Non, c'est et mignon. puis, de fil en aiguille, d'abord il m'a dit que c'était pas bon, et pourquoi j'avais commencé d'écrire, parce que j'avais arrêté, puis j'ai recommencé après la mort de Oma, ma maman. Et j'avais commencé par dire que maintenant, il n'y avait plus personne d'autre que moi qui pouvait raconter cette histoire, puisqu'elle n'était plus là. Puis on n'avait pas raconté ton histoire à toi. Mais elle m'avait donné l'autorisation de ne pas me souvenir. Toi, papa, du coup, ça s'est passé comment? Evelyne, on l'appelle Baba, ma maman, témoigne depuis 2015-2016, et on trouve tous dans la famille, toi y compris, que c'est bizarre, parce qu'elle ne fait plus que ça. Pendant des années, elle n'en parlait pas. Alors moi, non. Toi, tu trouvais ça cool? J'ai pas trouvé ça bizarre, ouais. D'accord. Bah alors moi, je trouvais ça bizarre. Ouais. Du jour au lendemain, elle ne fait plus que ça, mais plus que ça. C'est-à-dire de manière étrange. Elle n'avait jamais voulu vous raconter à vous, ni à toi, ni à ta sœur, Bah ni si. à tes petits frères. Vaguement. Vaguement. Vaguement, très vaguement. Tes cousins. Non, Donc, c'est déjà- vrai que petit, moi, tu m'avais... Oui. Bon, Je le savais pas non plus. Enfin, si je le savais sans le savoir. mais Ouais. disons qu'on avait une personne dans la famille qui avait 10 000 qualités et 3 défauts, et qui du jour au lendemain s'était mis à devenir des témoins professionnels qui racontent partout. On n'y comprenait rien. En vrai, on n'y comprenait rien. Deux, elle se met à écrire, c'est très bien. Effectivement, il y a un texte qu'elle montre également à Nolwenn, donc la maman de tes petits frères, ta belle-mère, ma compagne, qui est journaliste comme moi. On regarde, il y avait des choses très très belles dans son texte, et notamment le fait qu'elle commençait son texte par la mort de sa maman, de Oma. Et le vrai sujet en réalité de son texte était sous-jacent, mais elle ne le disait pas. C'était comment ma mère m'a empêché de témoigner en s'accaparant toute la mémoire, et moi j'ai dû me battre par en dessous. Mais ça, elle ne le crantait pas, elle ne le disait pas. C'est-à-dire que c'était un texte inabouti, inachevé, avec des choses extrêmement émouvantes, mais c'était une paraphrase des témoignages qu'elle faisait, et elle n'allait pas dans ce qui pouvait vraiment faire mal. C'est-à-dire l'absence, c'est-à-dire le fait de témoigner en ayant été très peu de souvenirs. Elle le disait, mais elle n'allait pas au bout. Donc je regarde, oui, je sais pas, et en même temps ça lui fait plaisir. Et Nolwenn commence à dire, on voudrait peut-être le faire ensemble, mais ça va pas. Je sortais d'un livre que tu connais, qui était très dur, sur la mort de maman, sur la mort de Valérie et la suite. J'avais pas envie de me reconfronter à des choses compliquées. Et puis je le fais passer le texte de Baba à Christophe Bataille, qui est un ami, qui est mon éditeur chez Grasset, qui regarde, qui dit oui, bien sûr, mais en fait, vous devriez faire ce qui ne s'est jamais fait, une mère et un fils qui racontent ensemble la déportation de la mère alors qu'elle ne veut pas le faire. Tu fais chier, dis-je à Christophe, parce que j'avais pas envie,
parce que t'avais pas envie, maman, Non. t'avais pas envie. Ni moi j'avais envie de me confronter à ça, ni elle avait envie de me prêter ses souvenirs. Et tu sais comment ça se passe, tu dis oui quand même. Tu l'as fait 20 fois quand tu acceptes un rôle, puis après il faut le jouer vraiment. Et donc on le fait, on signe, on prend un peu d'argent, très peu, et après on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas me parler, c'est-à-dire que je lui pose mal des questions comme si j'étais un journaliste, et elle répond de travers, on raconte ça. T'avais pas envie non plus. Non, parce que mon idée fixe a toujours été que je ne voulais pas que ça se sache. C'est pour D'en ça qu'elle écrit parler dans la famille. Tu voulais pas que nous on sache, ou tu voulais pas Oui, que ça se sache? je ne voulais pas. Je voulais pas que quand je serai plus là, que vous parlez de moi, oh cette pauvre Baba qui a été dans les déportée, camps. ouais. Moi, je crois que j'étais une grand-mère plutôt Est-ce que je peux rigolote. Est-ce que je peux t'interrompre une seconde? Tu ne voulais pas qu'on te voie comme quelqu'un de déporté, tout en nous disant chaque semaine, ah là, je ne peux pas venir chercher les garçons parce que j'ai un témoignage, ah Mais ça, là, c'est- je veux oui, mais avoir ça ma n'a photo rien à à voir. l'UNESCO, Mais ça, c'est ah plus là, je tard. dois... Et puis c'était un peu Non, rock, tu oui, vois. mais au moment où tu dis je ne voulais pas faire le bouquin avec toi parce que je voulais pas qu'on me regarde comme une déportée, tu n'étais que déporté, si j'ose dire. Là où tu as raison, et c'est un des trucs que j'ai découvert dans le bouquin en avançant, je ne m'étais jamais intéressé à ce que tu faisais. Oui. Si, comme maman, oui, qui donne des câlins, de l'amour, de l'inquiétude, des soucis, des sujets de blague avec les copains, des goûters, des trucs extraordinaires. Oui, mais comme personne, je ne t'avais jamais regardé comme un individu, une individu, je ne sais pas comment on dit, qui a des engagements, qui a des souffrances. Ces souffrances l'expliquent, qui fait des choses pour telle et telle raison. C'est très étonnant. C'est le machisme qui t'a entouré, de la part de papa, mon papa, de ma part. C'était très bizarre. Parce Et que- j'ai appris à te considérer quand on a surmonté les 2 années où on s'est regardé en chien de faïence en s'engueulant parce que le livre n'avançait pas, quand on a enfin réussi à se parler et que l'envie est venue, elle de me parler et moi de l'écouter, j'ai redécouvert une personne, ma mère, qui avait une cohérence dans sa vie. Avant, je t'avais jamais regardé. C'était un cauchemar. Et sans parler du livre, bon, j'imagine que tu as toujours su que Baba elle était déportée, Oui, mais tu en as pris conscience quand? c'était là. Enfin, enfin, la Shoah, je veux dire, la Shoah, on savait que Baba était déporté. Il n'y a aucune scène solennelle, t'en as pas une non plus. Je Oui, pense c'est pas ça, que maman moi, et maman c'était- t'aient jamais dit à Camille ou à toi. La sœur, Shoah, c'est ça. Non, moi, vous je l'ai- moi, savez, ce que je Baba a disais, été déporté. J'ai aucune scène de la vie familiale dans laquelle Evelyne me dirait, tu sais, quand alors, j'étais comment petit, tu je suis le sais? déporté. On le savait. J'ai aucun souvenir de Et précis. donc, dans le livre, moi, On le savait, c'était là. Et dans le livre que j'ai lu, tu dis que Peut-être t'as appris à cause de Oma. Non, non plus, on savait qu'elle était déportée. Quand on allait aux Pays-Bas, je comprenais qu'Opa, ton papa, mon grand-père, avait travaillé sur les ponts qui enjambent le Rhin quand il était déporté. On savait, ils avaient été déportés. Quand j'étais petit, je me Et disais, tu te sentais tiens, si ça se trouve, elle a connu Anne Frank, elles étaient dans le même camp. Et tu te sentais concerné pour ça? Non. Oui. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Ça flottait, je pouvais en parler. Il n'y a qu'un souvenir d'enfance qui est marquant là-dessus, c'est quand je deviens adolescent. C'est ambivalent d'ailleurs. Quand on est adolescent, on s'intéresse de moins en moins à ses parents. Il y a un épisode que je raconte dans le bouquin, quand le feuilleton Holocaust, qui était une version américaine de la Ouais. Shoah, est diffusé à la télé. Je devais être en première en seconde, je pense en première. Evelyne ne veut pas qu'on le regarde, mais sans nous dire c'est trop de souffrance pour moi, je ne vais pas y arriver, c'est affreux. Donc je pense juste qu'elle nous fait chier. Ce que pense un ado de Ouais, sa mère. c'est ce que tu dis. Et elle est toute seule derrière pendant que je regarde avec ton grand-père, avec Pépé, papa, mon papa, et avec Myriam. Elle est à côté. C'est plutôt la Evelyne, la baba que tu connais, qui passe son temps à nous dire de ne surtout pas se déranger pour elle, tout en étant comme la statue du malheur juste à l'entrée de la pièce. Donc c'était une figure classique. Je ne sais pas à l'époque d'où ça vient, de la sensation qu'elle a eue d'être niée, de l'enfance qui a été détruite. J'y pense pas une seconde, mais adolescent, tu n'y penses pas. C'est pas ça. Et dans le même temps, à cette même époque, donc quand j'ai 14, 15, 16, 17 ans, quand je vais encore, j'ai pu y aller beaucoup après, aux Pays-Bas, dans la maison de tes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, je regarde l'album photo, l'album de famille, qui avait été caché pendant la guerre, quand Opa, Oma et Baba et Evelyne avaient été arrêtés, déportés. Donc l'album avait été conservé par une amie, et donc je le regardais. Et dans cet album, c'est un vieil album en bon cuir, un bel album germano-hollandais, où il y a des photos de gens dont j'avais beaucoup de mal à réaliser qu'ils étaient de ma famille. Puis un bébé qui arrive, celle-là, elle naît en 38.
Et à un moment donné, tu tournes les pages et la photo d'Evelyne, petite fille qui a 2, 3 ans, un truc comme ça. Très jolie photo, avec 4 un ans. petit cardigan. 4 ans si tu veux, tu fais moins. Avec un petit cardigan, des grands yeux. Et j'ai réalisé après, sur le moment je ne le voyais pas, ça ressemblait aux photos des enfants morts. Les photos des enfants morts dans le temps, elles sont toujours agrandies, un peu floues. Et donc je la regardais, puis tu tournais la page, et il y avait la photo d'Evelyne. 8, 9 ans, 9, 10 ans, Ouais, donc avec qui a un bien trou- grossi, avec un trou de 4 ans, ouais. voilà, qui joue dans les rues Amsterdam. 6, 7 ans. Et entre les deux, Rien. rien. Et c'est ce rien qui me fascinait. Pour moi, la conscience de la déportation, c'est ce rien, ce trou noir entre deux pages. Là, j'étais capable de me faire pleurer en regardant cette photo. C'est ce que tu dis, que tu te forces à Et pleurer. tu t'en Moi- foutais complètement que je sois bouleversé. C'est-à-dire qu'on n'était jamais en phase. Non, 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 c'est-à-dire pour moi cet album de photos, il était là et je sais qu'Opa, mon papa, adorait photographier. Donc il m'avait pris d'ailleurs en photo dans le camp de rapatriement, et ça je l'ai vu après, tout de suite, il m'a pris en photo, je me suis remplumée, c'est même à un point, moi je tiens jamais à regarder les choses en face. Et cette photo était là, et je l'avais trouvée dans les photos de Oma, dans une boîte à Mais ça cigares. Non, tu n'es pas en train de parler de ta photo petite fille. Tu parles d'une photo que Opa prend Qui est encore avant le retour aux Pays-Bas. à Biberard, quand Et après je dans le n'avais camp aucune de la idée Croix-Rouge. d'où était cette photo. Et puis un jour, j'ai tourné la photo. Ça, c'est bien moi. J'ai tourné et j'ai Et vu marqué que quoi c'était en octobre 1945. Donc on était encore dans le camp de rapatriement en Allemagne. Ce que tu appelles le camp de rapatriement, c'est le camp qui était géré par la Croix-Rouge, Par la Croix-Rouge. dont vous avez Et sorti les quand vous Anglais, avez quitté Bergen-Belsen. British Interdict. Et ça vous t'a étiez jamais, resté, et comme les Pays-Bas ne voulaient pas vous récupérer, vous étiez resté dans ce camp après la fin de la guerre, jusqu'à ce que les Pays-Bas vous On est acceptent. dans ce camp, c'est très simple, du 25 janvier 1945 jusqu'en 25 décembre, janvier 1946. Parce que les Hollandais ne voulaient pas de nous. Mais donc la photo, après, je suis avec une corde à sauter et je suis très contente. Et donc je ne voyais vraiment pas le problème qu'il y avait 4 ans. 4 ans. Mais ça t'a jamais démangé de vouloir raconter? Non, Jamais. puisque ça n'est... Tu t'empêchais ou t'en avais pas envie? Non, ça n'avait pas existé. Non. C'est pas que je n'avais pas envie. Mais tu avais des cauchemars quand même. Non, c'est... Mais t'avais des blocages, t'avais des regards lourds. Je n'arriverai jamais à expliquer ceci, qu'après-guerre, ça n'est pas... J'étais dans une classe, ça je raconte tout le temps, dans une école juive, où on était 41 élèves, et jamais on n'a parlé de ça. Même entre vous? Non, ça n'avait pas existé. Et avec Oma et Opa? Et les instituteurs n'en parlaient pas, personne n'en parlait, et Oma et Opa n'en parlaient pas. C'était quelque chose, c'est même pas que je n'avais pas envie. J'étais même dans la classe avec 5 élèves avec lesquels j'avais été à Bergen-Belsen. Et même entre Et vous, vous en parliez ensuite, pas? non, c'était un non. C'était, je peux pas expliquer. Ça n'avait pas existé, mais pour tous. Si ça avait existé, tu savais que tu y avais été. Non. Non, mais tu ne l'avais pas oublié. Non. Bon, on t'aurait posé la question où étais-tu en 1944, Mais tu savais personne dire où tu posait étais. la question. D'accord. Voilà. Ce que je Mais dis, toi, c'est- papa, Non, toi, par c'est- exemple, ce t'avais... qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a toujours su, dans ma famille qui avait eu cette déportation, parfois ça ressortait, parce que c'était à l'intérieur de Baba d'Evelyne. Quand elle a 50 ans, en 1978, elle a une nuit d'insomnie, elle écrit un texte que ton grand-père, 88. Roger... Ouais, je sais qu'il publie dans l'Arche. oui, 88, qu'il publie dans l'Arche, pardon. Je t'ai vieilli de dire. Voilà. Si j'ai lu le livre. C'est horrible. Donc c'était là. Mais Mais c'était pas un... il y a deux manières de voir les choses. Maintenant qu'Evelyne témoigne, qu'on a fait le bouquin, tout ce qu'elle a écrit, puis qu'on a fait le bouquin, on a l'impression que le fait qu'elle n'en ait pas parlé avant est horrible. Que c'est un déni, une dénégation, Non. un empêchement. En réalité, Non, ouais. en réalité, contraire. je trouve que ça a été un choix absolument merveilleux de la part de mes grands-parents d'élever leur fille comme si elle n'avait pas été déportée. Parce que c'est déjà suffisamment horrible et traumatisant d'avoir 3 années de son enfance dans un camp, de manquer mourir, de voir son père se faire battre. Ça. Si en plus ça doit obérer toute la suite de ton existence, ils ont fait le choix de la vie. Oui, mais alors La plupart c'était... des gens qui sortent de choses horribles font le choix de la vie.
Sinon, on est pour toujours quelqu'un qui a été déporté, quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été volé, quelqu'un qui est veuf, quelqu'un qui est orphelin. Tu vis, de temps en temps, tu en parles de la mort de maman, tu en fais une pièce de théâtre, tu fais un livre, mais tu n'es pas cela. On n'est pas les drames qu'on nous a infligés ou que la vie nous a infligés. Donc je ne trouve pas ça choquant du tout que Baba n'en parlait pas. C'est toute une classe. C'est toute une classe parce que j'étais quand même... Vous étiez géniaux dans ce que tu racontes. Oui, c'était toute une classe et on était là et on savait, c'est ça qui n'est pas normal, on savait que Yopia Achar dormait chez une tante, mais le pourquoi... Non, il était chez une tante. Et la tante, en plus, n'était pas sympathique. Une autre fille était chez des cousines. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'avait plus de parents. Ouais. Mais personne demandait. Ma meilleure amie qui venait chez moi à la maison, qui dormait à la maison, elle n'avait pas de père. Personne ne lui a demandé pourquoi elle n'avait pas de père. Elle n'avait pas de père. C'était comme une étiquette. J'ai appris en janvier dernier que j'ai rencontré à Amsterdam un ancien camarade de classe. Moi, je ne savais pas, il avait été caché. C'était des non-dits, mais même pas de notre part qu'on ne voulait pas. Ça n'avait pas existé. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est que j'imagine que tu as dû poser des questions à Baba quand même à des moments quand tu étais plus jeune. Même pas? Je crois pas. Non, parce qu'il y a toujours eu un peu un fantasme de Baba raconte pas, etc., etc. Moi, je me rappelle d'un après-midi où je suis chez toi. Alors, je suis vieux quand même. Hein. Genre, je pense que je suis majeur et tout déjà. Enfin, je suis pas enfant, mais je te pose des questions comme ça. Bah oui, mais toi, tu as toujours posé des questions. Et tu m'as répondu très facilement en montrant plein de photos, plein de trucs et tout. Oui. Et c'était très réel. Là, c'était après, mais quand je crois qu'elle témoignait déjà. Elle avait déjà rencontré Alain et tout. Il y a Alain étant le compagnon de ma maman, dont les parents sont morts en déportation. Parce que tu as commencé à était un enfant caché. Il y a une césure, après on peut en parler, mais il y a une césure dans notre famille qui correspond aussi à une transformation d'Evelyne. En 2008, Dov, qui est le mari qui est le mari de ma sœur Myriam, qui vit en Israël, meurt brusquement. Dans le même temps, on apprend que mon père, Roger, qui était un grand intellectuel, journaliste de la communauté juive, est atteint d'Alzheimer. 3. Valérie, mon épouse, la maman de Théo et de sa sœur Camille, meurt à l'été 2009. 4. Roger, mon papa, va mourir en 2011. Evelyne, toute sa vie, s'était jurée de fabriquer une famille, d'être heureuse, d'avoir une maison de campagne, d'être dans le... C'est pas un combat, que tout aille bien. Elle s'était toujours dit qu'elle protégerait les gens qui étaient autour d'elle. D'un coup, elle se retrouve avec 2 enfants veufs, elle-même d'abord garde malade et puis veuve, et 5 à l'époque petits-enfants orphelins. Et c'est le moment où, par le hasard des choses, une amie lui fait parvenir, parce qu'elle doit obtenir une pension que l'État français verse aux gens qui vivent en France, qui ont fait leur vie en France, qui ont été déportés, lui fait parvenir des papiers qui viennent du musée de l'Holocauste à Washington, qui attestent le fait qu'elle a été déportée. Elle voit ces papiers. La Croix-Rouge a mis tous les papiers. Tu vois ton nom, et à ce moment-là, au moment où sa vie, telle qu'elle l'avait construite, est détruite, démolie, où elle est d'une solitude absolue. Moi, j'avais vous, Camille et toi. Je rencontre Nolwenn, ma compagne, on a des bébés, on se reconstruit. Myriam, ma sœur, elle s'occupe de ses enfants, on avait tous des choses à faire. Toi, tu grandissais, c'était dur. Mais on avait des vies à construire. Elle, tout ce qu'elle avait construit s'effondre d'un seul coup. Et à ce moment-là, elle a ces papiers où elle lit son nom, où elle réalise de manière concrète, pas besoin d'être un grand psychanalyste pour comprendre, elle se touche en étant déportée. 5 ans après, elle va commencer à témoigner. Elle voit ses papiers, elle pleure, mais elle n'avait plus rien. Tout ce qu'elle avait voulu construire, on va dire de 1945, quand elle sort, et que ses parents l'élèvent dans la vie, et disent, en fait, la mémoire de la Shoah, ça va être nous. Ou plutôt, ça va être moi, dit sa maman. Et elle fait 1000 trucs, et puis d'un coup, ça n'a servi à rien. Et donc, quand tu as eu ta Shoah personnelle à toi, ta destruction, et Dieu sait, tu le sais, à quel point notre famille était détruite, et que à un moment donné, tu retrouves ça. Et après, elle se met à témoigner, et après, ça devient une urgence vitale. Et en même temps, c'est dans la continuité de son existence. Je trouve rétrospectivement qu'après avoir trouvé que ma mère était dingue, et nous emmerdait avec ses témoignages, et après n'avoir pas été capable de lui parler, et après l'avoir entendu,
je vois maintenant, je te dis pas ça parce que tu es là, une cohérence et une justesse dans sa construction de vie qui m'impressionne et que je respecte. Elle a été déportée, elle n'y pouvait rien. Elle s'en est sortie parce qu'il avait des faux papiers, par miracle, et par la volonté farouche de sa maman. Elle a construit une vie comme elle a pu, comme on fait. Et à un moment donné, elle a eu besoin de mettre les choses en ordre, non pas avant de partir, parce qu'elle en a jusqu'à 120 ans à minima, mais à un moment donné de sa vie, elle a eu un besoin absolu, urgent, de raconter. Et à un moment donné, parce qu'elle aurait pu en rester là et raconter son histoire, mais pas à nous. Et à un moment donné, elle accepte de faire ce truc avec moi. Le livre qu'on fait ensemble est en réalité un livre où je prends la parole aussi pour Pépé, mon papa qui n'est plus là, pour maman, pour Valérie qui n'est plus là, parce qu'on en parlait, pour Dov, pour Myriam, pour vous, parce que nous aussi on a eu cette histoire-là. C'est un livre familial. Ouais. Plus ou autant, je ne sais pas quelle est la déportation. Tu dis même dans le livre des moments, parce que je crois que je l'ai lu, que tu es un peu jaloux qu'elle parle à d'autres gens, plutôt que nous. Tu dis, pauvre, alors c'est de l'ironie dans le livre, mais tu dis, pauvre gosse dont tu prives de ta Shoah ou un truc comme ça. C'était étrange, c'est ce que Myriam raconte. Après, pardon, parce que je capte. Mais Myriam, ma sœur, vit en Israël. Là-bas, ils ont plein de rituels autour de la Shoah. Ce qui est normal, c'est constitutif de l'identité du pays. Et il y a notamment des réunions où, dans une famille, dans l'intimité, un ancien déporté se raconte. Et Myriam avait organisé une de ces réunions pour Evelyne, pour Baba, qui avait demandé à ce que tes cousins ne soient pas là, qui étaient déjà adultes. Tu voulais pas qu'ils viennent? Donc c'était surréel. Moi, quand j'ai voulu venir en prison avec toi, t'as bien voulu? Non, il y a quelque chose qui me gêne. Mais c'est vrai que lui, tu l'acceptes. Non, lui, il m'a posé. Non, lui. Je suis allé en prison à Saint-Étienne avec toi. C'était tout premier témoignage. T'avais un peu peur d'aller en prison. C'est quand tu avais 5 ou 6 ans, tu m'avais demandé. Oui, c'est ce que tu dis dans le livre. Et toi, Baba, parce que tu faisais des âneries. Et toi, Baba, qu'est-ce que tu faisais comme bêtise quand tu avais mon âge? Puis j'ai dit, tu sais, moi, à ton âge, j'étais dans un camp. Et tu m'as dit, oh, tu as été dans un camp? Et oh là là, j'ai dit, mais c'est pas grave du tout. Et maintenant, on va aller à la Tour Eiffel, et puis on va se promener, on va aller au parc. Ouais. Et tout ça, ça n'est pas grave du tout. Et je le raconte beaucoup parce que, pour de bon, je n'étais pas dedans. À une époque, j'étais pour les Juifs durs. J'avais décidé en 1979 que ça suffisait comme ça, que j'étais mère au foyer et que je voulais faire quelque chose de vrai. Et donc, je suis rentrée dans le mouvement des Juifs d'Union soviétique. Donc, toute ta vie, tu as eu plein d'engagements comme ça. Tu penses que c'est lié? Non, mais de toute façon, je fais partie d'une génération, ma génération d'adultes, d'adolescents. Nous, on allait faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Nous, on allait faire une société où il n'y aurait plus de guerre. C'était vraiment, quand j'avais 15-16 ans. Mais quand tu menais ces combats, forcément la Shoah. Ouais, tu n'étais pas marqué de ça particulièrement. Pas vraiment. D'accord. Juste quand j'étais étudiante à Genève, à l'école d'interprète, j'avais un prof d'histoire anglais, M. Price, et le sujet était la Deuxième Guerre mondiale. Et puis raconter en long et en large la Deuxième Guerre mondiale, les pays en guerre. Et quand même, je lui ai dit, mais vous ne parlez pas du tout des camps de concentration. Je savais quand même qu'il y avait eu, pas moi, mais mes parents, des camps de concentration. Et le prof, il m'a dit, non mais les camps de concentration, ça n'était vraiment pas très important, ce n'est pas un point de l'histoire, la guerre était économique. Déjà, c'était en 1957. Et ça t'a fait quoi, ça ? La guerre était économique. Bon, je ne lui ai pas dit que moi j'avais été dans des camps, mais il y avait des choses. L'Allemagne était un pays maudit. Et donc pour aller d'Amsterdam à Genève, j'avais 2 moyens. Il y avait un moyen de passer par l'Allemagne, et ça mettait 12 heures, et de passer par la Belgique, le Luxembourg, la France, etc., mettait 15 heures. Et évidemment que je prenais le chemin le plus long pour ne pas passer par l'Allemagne. Je ne voulais pas mettre un pied dans l'Allemagne. C'était un pays où il ne fallait pas aller. On n'achetait pas allemand. Et quand j'ai acheté mon premier frigo dans un entrepôt, c'était une marque allemande et je ne l'ai pas dit à Oma et Opa parce qu'il ne fallait pas acheter allemand.
L'Allemagne était un pays, mais Si c'était pas moi. ce que tu viens de dire là, que Upa et Oma n'achetaient pas allemand, Oui. non seulement c'est pas dans le bouquin, donc tu ne Non, l'as non, pas non, dit, c'est. mais tu ne nous l'avais jamais dit. Ce qui est fascinant dans ces histoires de mémoire, c'est comment les choses reviennent petit à petit, et petit à petit, et petit à petit, Et mes parents ne m'ont jamais parlé en allemand. tout en t'ayant fait apprendre l'allemand à l'école, Oui, mais ça, aux Pays-Bas, c'était obligé. et tout en ayant leur bibliothèque garnie de bouquins allemands, parce que ton père ne pouvait pas vivre sans Oui, Heine, mais sans ça- Goethe. ça- De Ah, musique allemande. C'était c'était mon père et c'était comme ça. Mais l'allemand était quelque part défendu. On passait pas par l'Allemagne. On n'allait pas en Allemagne. Tu y allais tard, tu y es retourné, toi. Contrainte et forcée. Par toi, non? Non, moi je suis pour rien. Elle y va, on va en 99, 98, 99. Quand Oma a écrit son livre, Oma, ta grand-mère, elle écrivait. elle a écrit en français. Elle était devenue veuve assez jeune, 80, et 82. 82 ans 82, non, en 1982. Ah oui, c'est ça. Et elle était 1914, donc tu vois, c'était. Oui, elle avait son- Et elle avait toujours donné des cours, des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'espagnol dans la bonne société où chez des étudiants néerlandais. Et puis elle était très enthousiaste, elle aimait bien qu'on la regarde, tu te souviens d'elle. Et c'est cet enthousiasme-là et cette force qui lui avait fait sauver la vie de ta grand-mère et de ton arrière-grand-père dans les camps, alors même qu'elle avait essayé de se tuer quand les Allemands étaient Ouais, entrés je en sais. Hollande. C'était bon. Mais maintenant, tu es beaucoup très apaisé vis-à-vis de l'Allemagne. Tu es retourné, tu as vu des jeunes gens, tu es allé avec Alain. Non, je ne suis pas Non. apaisée. Je ne Et vous êtes allé voir les camps aussi supporte, ensemble. je ne supporte toujours on pas est- la non, langue on est- allemande parlée. Ah Je non, ne elle ne veut pas supporte aller à Bergen-Belsen, elle ne veut pas. Non, On non, est non, allé je une ne fois veux dans pas. un camp hollandais. Oui, c'est ça. Et Evelyne Baba a été dans 4, 5. Trois camps. Oui, mais 4-5 endroits. Premier endroit, c'est le Hollandse Youth Schauberg. Non, non, je n'y étais pas. Non, t'étais en face. J'étais dans la crèche en là, face, c'est C'était un que- théâtre, c'est ça? Oui. dans le théâtre. Quand ils sont raflés, arrêtés sur dénonciation, ils sont d'abord conduits dans ce qui servait un peu comme le Veldiv en Ouais, comme France, le en Veldiv. tout petit. C'est le Hans Sauf Schauberg. que tu avais les enfants d'un côté et Les enfants étaient de l'autre côté c'est ça. de la rue, séparés de leurs parents. Son Et premier pour la temps de- petite histoire, on va inaugurer le 8 mars ou le 10 mars, on va inaugurer le grand mémorial de l'Holocauste dans cet endroit de la crèche. D'accord, qui était l'endroit où les enfants... C'est son premier traumatisme, c'est le moment où elle est toute petite, elle est séparée de sa mère. Deuxième endroit où ils vont, c'est un camp qui s'appelle Fürth, qui est dans le sud des Pays-Bas, pas loin de Philips, la ville, pas loin de Eindhoven, mon Dieu, quel lapsus, la ville du PSV, le club de football, et des usines Philips. Pourquoi Philips? Parce que l'endroit avait la réputation d'accueillir des travailleurs juifs qui travaillaient pour les usines Philips, qui travaillaient de fait pour l'Allemagne. Et donc c'était un moyen d'éviter la déportation. Et donc ils vont à Fürth, qui est l'endroit où nous sommes retournés avec ta tante, ma sœur Myriam, et avec Evelyne. C'était très traumatisant. Et c'est l'endroit où tu manques de C'était un mourir. camp de concentration. Et c'est l'endroit où tu manques de mourir. Oui, c'était un vrai camp de concentration qui était le seul camp qui avait la dénomination de camp de concentration en dehors de l'Allemagne et de la Pologne. C'était pas un camp de déportation, c'était un camp de concentration. Et c'est un camp très dur d'où elle est évacuée au mois de juin Le 6 juin 1943. 1943, avec le transport des enfants. Le camp devait être vidé et tous les enfants, il y en avait beaucoup dans ce camp. C'est ce que vous appelez le convoi des enfants, là, c'est Voilà, ça? c'est le convoi Oui, des enfants. c'est ça le convoi des enfants, parce que les Allemands trouvaient que les enfants étaient vraiment... ça dérangeait. Ils mouraient, d'abord ils mouraient, 90% De des dénutrition, enfants de sont maladie, morts. de solitude. Toi, tu manques de mourir. Le convoi des enfants. Moi, j'avais une semaine à vivre parce que les enfants mouraient de faim Oui, et de maladie. Et Oma, Et normalement, tous les enfants de ce camp devaient être conduits en train avec leur maman, avec leurs parents, à l'est et finiraient gazés à Auschwitz. À Auschwitz ou Sobibor, parce que Auschwitz principalement. Mais il se trouvait que ta famille, notre famille, avait par un monsieur suisse juif avec lequel ton arrière-grand-père était en affaires, ils avaient obtenu des papiers, des faux papiers, vrais faux papiers du Honduras, que l'administration allemande avait donné à ton arrière-grand-mère dans le camp de Fürth. Ce qui fait que quand le train arrive
dans le camp de Westerbork, qui est le 3e lieu donc de leur périple, qui était un peu comme le Drancy hollandais, le camp de triage. Bien que des collabos juifs lui aient dit de ne pas montrer les papiers, ton arrière-grand-mère, Oma Annie, la maman de Evelyne, montre les papiers, ce qui fait qu'il ne monte pas dans le train qui va vers l'Est, il reste à Westerbork, où ton arrière-grand-père les rejoint, que tu n'as pas connu, il est mort bien avant ta naissance, ton arrière-grand-père. Dans ce camp de Westerbork, Jacob, dans ce camp de Westerbork, il se passe une chose qui marque définitivement ton arrière-grand-père, et Evelyne par contre-coup, la mère de ton arrière-grand-père, la grand-mère de Evelyne, va être déportée à Sobibor, où elle sera gazée instantanément. Elle n'avait pas de faux papiers latino-américains. Et Aura, tu as raconté dans le livre que ça a détruit... Toi, tu as toujours vu ton père être détruit à ce moment-là, quand il a amené sa mère au train. Moi, je n'ai pas connu le père, le monsieur qu'il était avant. Ouais. Et c'est la sœur de ma mère qui m'a raconté, et j'étais ahurie, à quel point ça l'avait transformé, changé, détruit. Il était joyeux, il était très beau, il faisait du vélo, il faisait du patin, il dansait sur la glace, il faisait du patin, il dansait sur la glace. Il nageait tous les matins, il traversait la rivière avant d'aller au lycée. Le Main, à Francfort. Le Main. Et moi, j'ai la guerre, jamais vu mon père nager. Je ne l'ai jamais vu dans un slip de bain. Je ne l'ai jamais vu patiner. C'est ma mère qui m'a appris à patiner. Mon père, plus de patin. Je ne l'ai jamais vu courir. Et surtout, je ne l'ai jamais vu rire vraiment. Pour moi, c'était quelqu'un, de toute façon, j'ai toujours eu peur pour lui, ça je me rappelle, à Bergen-Belsen, j'avais tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose, pas ma mère, mais j'ai su après le pourquoi. Parce qu'il disait juste au petit déjeuner, il pouvait dire « j'ai encore rêvé ». Et il a rêvé, je crois, jusqu'à la fin de ses jours, qu'il cherchait sa mère, qu'il avait dû mettre sur le train. Et je crois que c'est ma mère qui l'a écrit, qu'on lui a dit qu'il pouvait prendre sa place. Oui, les Allemands avaient dit... ils n'étaient pas à ça près. Ils suppliaient qu'on n'emmène pas sa mère. Et puis en plus, ma mère... Et ta mère l'avait empêché. Et ta maman, oui, Oma, l'avait empêché. Elle dit, mais de toute façon, ma mère, même après, quand elle n'était plus là, elle n'a jamais aimé sa belle famille parce qu'ils étaient contre elle. Elle venait d'un milieu de juifs libéraux. Le Speer était le berceau du libéralisme allemand, et tandis que eux, les Sulzbach, étaient ultra-religieux. Ils étaient ultra-religieux, mais quand même dans la vie, il fallait travailler et il fallait apprendre. Donc mon père a su lire, écrire en hébreu, avant de le savoir en allemand. Et eux, ils faisaient partie de la communauté qui était en dehors de la communauté Auschwitz. C'était plus orthodoxe, et dans les livres de prières que j'ai récupérés, il y a dans les prières pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour, il y a marqué à Francfort et d'autres communautés, puis il y avait une autre prière et donc, quand mon père est tombé amoureux de ma mère, c'était mes alliances épouvantables. Il fallait que ma mère apprenne, et elle a toujours cordialement détesté sa belle famille, même après la mort. Dans ce qu'elle racontait, Evelyne, quand j'étais plus jeune adulte, mais adolescent, c'était sa peur pour son père. Ça, on la voyait, ça, elle verbalisait. Qu'un SS avait battu son père, ça, je le savais. Qu'elle avait toujours eu peur que son père meure, ça, je le savais. Par extension, elle avait toujours peur que je meure, ou que ton grand-père meure, ou voilà. Ou qu'on meurt nous. Moins. Non. Je touche du bois. Il est hors de question de parler de ce genre de choses. Ça n'existe pas. Puis tu me fais chier, t'as déjà eu un cancer. Tu vois, vous ressemblez un petit peu. Moi, oui, de toute façon, moi, je suis obsédée que les gens disparaissent. C'est très simple. Mais il faut que sur le groupe WhatsApp, si je téléphone à papa... elle envoie 13 messages pour savoir si j'ai pas un nouveau cancer, quoi. Il y a un truc qui... Non, parce que quand il y a un accident dans le métro, il est sûr et certain que quelqu'un de vous
et dans dedans, le métro. Voilà. En même temps, quelques années, on a donné. Donc parfois, les statistiques, Oui, oui, oui. Ouais. les statistiques jouent contre nous. Et toi, pourquoi tu as eu envie de raconter ça? Tu peux pas dire que c'est que la culpabilité que Baba meurt et que... À partir de moment, ça se fait en 3 étapes. Le bouquin, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a, je suis insatisfait de ce texte, puis elle m'énerve. Je trouve qu'elle va pas au bout des choses dans ses conférences. Et, voilà. Donc j'essaye de la gratter, puis je suis mauvais journaliste avec elle. Et puis voilà, donc ça fonctionne pas. Et j'ai vraiment cette culpabilité. Elle veut son bouquin, elle veut que son bouquin soit publié. Donc il n'y a pas quelque chose d'important pour toi de raconter ça? Attends, dans un premier temps, je ne le réalise absolument pas. Donc dans un premier temps, on n'y arrive pas. C'est des trucs, on s'évite. C'est au point que quand elle reçoit la Légion d'honneur pour ses témoignages, je suis même pas capable d'aller l'embrasser pendant qu'elle reçoit sa Légion d'honneur. C'était les palmes ou la Légion? Non, les palmes, dans un premier temps, ça allait. C'est la Légion. Non, tu bougeais pas non plus sur les palmes. Si, les palmes étaient là, mais c'était avant qu'on ait ce bouquin. Donc c'est une espèce de remords, de charge, d'emmerdement. Ce truc est là, je ne sais pas quoi en faire. Et surtout, c'est quand même mon boulot d'écrire, de raconter. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc dans un premier temps, il n'y a aucune urgence autre que d'arriver à comprendre ce que je peux fabriquer à partir de notre relation et à partir du texte qu'elle a écrit, à partir des manques de ce texte. De toute façon, tu n'arriverais pas à écrire s'il n'y a pas quelque chose d'important pour toi. Et attends, et un jour, bah oui, mais justement, du coup, j'arrivais pas à écrire. C'était rien d'important. Il y avait un truc qui, et donc, on te parle là de 2021, 22, voilà. Et ça se décante l'été 2022. 23 22 où c'est horrible. Pendant les vacances, on s'engueule tout le temps. Elle est affreuse. On dirait Tati Daniel. Et moi, je suis insupportable. On dirait un adolescent attardé. Ça se passe à l'île-Dieu. On s'engueule. Elle pleure, machin. Sur toute autre chose. On ne supporte plus. Et le jour où enfin elle part de l'île-Dieu, on part en vacances. Je suis content d'être débarrassé d'elle. Je la rapporte avec Alain. Ramène au bateau. Et là, elle est chargée. Je lui dis, mais tu es super lourd ton sac, pourquoi tu prends pas un sac à dos? Elle me dit, ah mais non, on n'avait jamais de sac à dos dans la famille. Oma pensait que c'était lié à la déportation. Et ça fait un déclic, il y a enfin quelque chose de concret, de tangible à quoi je peux m'accrocher. Et à partir de la rentrée 2022, on commence à se parler, je commence à l'entendre, elle me répond. Et là, je trouve important qu'on réussisse. D'abord qu'on réussisse à le faire, c'est quand même mon métier. Tu as une distanciation par rapport à ça. Mais je me rends compte qu'on est capable, elle, d'admettre que ça me concerne, et moi d'admettre sa vérité. Et il y a Toi, tu pensais que ça te concernait déjà à ce moment-là? Ces témoignages, non. Le fait qu'elle avait été déportée, je sais que ça m'avait impacté. En quoi? Quand je rencontre ta mère, je lui explique qu'on fera jamais de gosses parce que les nazis vont venir les prendre pour les tuer. Ouais, au McDo. Elle était cool, Valérie, d'avoir accepté ça. On fait quand même des gosses. Quand tu es petit, avec ta sœur, un jour, vous êtes tous les deux pelotonnés. C'était au moment du procès Papon. Et ta sœur te dit, Camille, ne t'inquiète pas, mon petit frère, Papon est en prison, on ne va pas venir te prendre. Jamais avec maman, vous avez parlé de la déportation. Donc ces choses-là sont là. Tu penses que ça nous impacte nous aussi? C'est à toi de me le dire. Moi, je me pose la question, tu vois, mais... Sauf ce que je sais, c'est que tu es tout petit. Et ta sœur, je sais pas, tu dois avoir 3 ans et Camille 6 ans, un truc comme ça, je sais pas comment. Ils vous en parlaient, on était très fiers de vous d'ailleurs, des vrais juifs tordus, ta mère et moi, on était très contents. Mais donc c'est là. L'idée que ma mère ait pu être annihilée, c'est là. Quand je vais en 2015 en reportage en Pologne pour le Nouvel Obs, au moment du 2005, pardon, au moment du référendum européen, je vais voir Auschwitz, je ressens strictement rien, il fait beau. Ça ressemble à un décor de carte postale que j'ai trop vu. Et pour me faire pleurer, je vais dans une baraque et j'imagine que ma mère est dans la baraque. En cardigan. Comment? En cardigan. Mais évidemment en cardigan, sauf qu'elle n'aurait pas eu un cardigan. Tiens, à Bergen-Belsen, il n'y avait pas d'uniforme. Vous gardiez vos vêtements? Non, c'était dans la baraque où nous on était. C'était la baraque des étoiles, où tout le monde, où tous les adultes avaient l'étoile jaune, pas les enfants. Mais sur les vêtements de ville. Mais pas, ils étaient en vêtements de ville. Et d'ailleurs, c'était la même valise que ma mère avait fait en 1943. Elle a duré jusqu'en 1945. C'est ta maman, Valérie, qui, elle, n'avait pas eu de déportation dans sa famille, puisque sa famille paternelle est d'Algérie, sa famille maternelle du Maroc, tout juif, était extrêmement bouleversée. Moi, j'avais donné à Valérie un sous-vêtement
en laine et soie. J'ai dit, quand elle est allée à Auschwitz avec le groupe de jeunes. En 2010, juste avant le mariage, elle était éducatrice de rue à Garches-Sarcelles. Et je lui ai elle avait amené donné des gosses de toutes origines. Et je lui ai donné ce sous-vêtement. Et je me rappelle que je lui ai dit, voilà, tu vas le porter parce qu'il va faire très froid et c'est comme si j'étais avec toi. Donc tu vois, tout en disant que ça ne la concernait pas, ça existait, ça passait par des petites choses. Je te dis, maman qui était beaucoup plus impactée par ça. Et quand tu dis à maman, on ne fera pas d'enfants parce que les juifs vont les tuer, tout ça. Non, pas les juifs. Parce qu'ils seront juifs et que les nazis vont les tuer. Les juifs n'ont tué personne. Est-ce que tu te dis pas, tu sais que c'est parce que Baba a été déporté, etc. Mais tu te dis pas, bon, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai la trouille de me marier, parce que j'ai la trouille de fonder une famille, parce que je veux la faire chier, parce que je vois. Qu'est-ce qu'on sait des raisons qui font qu'on dit des choses absurdes à une jeune femme adorable qui veut bien vous épouser ? Pourquoi on fait des trucs de dingue ? Pourquoi elle, quand elle est à la campagne et qu'elle entend un avion au-dessus de sa tête, elle pense qu'elle a Bergen-Belsen en train de se faire parce que c'était le bruit. Bombarder. Oui, c'est le bruit. C'est le bruit. Mais moi, pourquoi quand je me fais réformer du service militaire, je m'imagine qu'on va m'envoyer à la douche et que ce sera une chambre à gaz ? Bon, parce que je veux pas faire mon service militaire. Mais pourquoi c'est cette dinguerie-là ? Oui, mais il y a des images. Il y a l'image. Quand je vois le courage des soldats, j'ai honte. Mais voilà, j'étais un petit con de 20 ans. Mais tu sais pas pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, elle déportée, c'est là. Mais c'est une portion infime de nos préoccupations. Après, on peut choisir de dire que tout est déterminé, ton enfance, celle de ta sœur, par le fait qu'elle ait parlé du procès Papon avec toi. Mais c'est pas vrai. Toi, tu as été déterminé par la Coupe du Monde 98, beaucoup plus que... Oui, et moi, je sais que la Baba... Par le but de Paoletta contre l'OM, pratiquement du poteau de corner. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Face à Barthez. Face à Barthez. Non, et elle a été déterminée par 10 000 trucs. Elle a milité. Ton grand-père, il se battait pour que Mitterrand soit président de la République. Israël, l'État d'Israël, qui a bien changé, a joué un rôle beaucoup plus important dans ta vie, maman, que sur la longueur, sur la durée. Comme rêve, comme projet, comme truc. Pourquoi à tout prix fallait-il à Yom HaShoah que j'aille dans la rue et que je pleure dans la rue en pensant à ma grand-mère quand il y a la sirène de Yom HaShoah en Israël et que je ne vais pas au Yad Vashem parce que c'est un lieu et que je ne vais pas dans les lieux. Mais il y a des rituels. À un moment donné, tu fais des choses qui te soulagent. Je pense que je le disais avec ironie, tu sais, quand je te disais que déporter, c'était comme faire du macramé. Oui, c'est méchant. C'est méchant, mais ça voulait dire quelque chose. Je pense... Non, c'est méchant. Oui, c'était méchant, c'était pour t'embêter. Parce que tu répondais pas à mes questions. Mais à un moment donné, c'est d'une importance absolue pour Baba, Evelyne, de témoigner, de dire. C'est important pour elle. Puis ça peut devenir important pour les mômes à qui elle parle, mais c'est d'abord important pour elle. Quelles que soient les raisons qu'elle peut se donner, transmettre, ou quelles que soient ses raisons intimes, renouer avec son passé, ou régler ses comptes avec sa mère, ou dépasser le fait que sa mère ait tout pris, peu importe. À un moment donné, elle doit le faire. Et elle le fait. Parce qu'en général, quand elle veut faire un truc, elle le fait, ma maman. Oui. À un moment donné, je me retrouve avec ce bouquin, je me dis, c'est pas possible de ne pas le faire. Et quand on trouve le biais, je comprends qu'on peut raconter un récit familial. Papa, t'avais dit à un moment, on avait fait un espèce d'événement là où j'avais fait avec des acteurs, on avait lu un peu ton texte et tout. Enfin, au rond-point, on avait fait une lecture de votre livre. Et après, vous avez fait un débat. Au théâtre du rond-point, oui. Vous avez fait un débat à la fin de la mise en lecture. Rapide parce qu'on avait faim. Parce qu'on avait faim. Et tu t'étais un peu pris le chou avec une dame qui avait posé une question. Pas pris le chou, c'était très sympathique, mais qui avait un peu glorifié Baba. Avec toi que je parlais trop. Non, pas du tout. Mais elle disait que grosso modo, Baba était une héroïne parce qu'elle témoignait et que le fait de raconter était quelque chose de grandiose, quoi. Et toi, tu l'avais dit non. Et que t'aimais pas le fait qu'on dise que Baba est génial parce qu'elle raconte, mais Baba est génial parce que Baba est Baba. Ouais, et en fait, je me demande, toi, t'aimes pas trop en fait que Baba raconte. Si, maintenant ça va. Maintenant ça va, mais pourquoi t'aimais pas ? Parce que c'était étrange, parce que c'était inabouti, parce que c'était soudain. Qu'est-ce qui te gênait ? Parce que j'étais jaloux, parce que j'étais possessif, parce que j'avais une mère, je l'ai toujours, j'avais une mère qui du jour au lendemain m'avait dit qu'elle n'était pas la personne que j'avais cru qu'elle était, et sans prévenir, parce que je n'acceptais pas sa liberté, parce que je n'arrivais pas à réinscrire le fait qu'elle se mette à témoigner
dans son histoire ou dans notre histoire, parce qu'elle-même le faisait presque contre nous, mais en tout cas sans nous, puisque la fois où j'amène ton petit frère Léon, qui est très intelligent, assister à une de ses conférences, elle ne veut pas. il est petit. Oui, mais c'est une espèce de monstre, Léon, je rigole. Tu lui dis un truc, il retient, il peut encore te réciter. Et elle ne voulait pas. Et donc c'était étrange de la voir s'emparer d'un moment de sa vie et considérer que c'était suffisamment déterminant pour elle, au point qu'elle allait en faire des conférences. Mais les seules personnes qui n'avaient pas le droit d'assister aux conférences, quand j'y allais, elle me faisait la gueule. C'était nous. Donc c'était étrange. Je ne savais pas quoi en faire, j'étais un peu inquiet pour elle, c'était bizarre. Il y avait un sentiment de dépossession et d'étrangeté. Il y avait aussi quelque chose mais ça c'est plus large. Je ne comprenais pas. Je suis assez intolérant quand je ne comprends pas. En vrai, je suis intolérant quand je ne comprends pas. Et comme elle-même ne nous laissait pas rentrer, tu ne me laissais pas rentrer. Le jour où tu me vois à Lyon, quand je suis venu te voir, tu fais la gueule. Oui. C'était pas « Ah, quelle bonne surprise, mon âme, mon chéri, t'es venu témoigner ». Non, puisque je veux pas que vous soyez... Oui, c'est ça, je non, arrête de raconter veux... ça. Oui. Moi, c'était pas si vrai. Quand je suis venu à Saint-Étienne, t'étais très content. Et toi, c'est ton Et c'était la première, et c'était au tout début de tes témoignages. C'est parce qu'on a un ami à Saint-Étienne qui est un type extraordinaire. Non, c'était dans une qui prison. organise des visites toi, en prison, c'est- des je réunions, te des dis, festivals de théâtre. Toi, c'est spécial. Bah oui, je sais. Qu'est-ce que je te dis? C'est un peu mais t'aimes pas, tu nous avais dit que t'aimais pas ce principe de devoir, de responsabilité de mémoire, de devoir raconter, etc. Pourquoi? Un jour, il y a une copine qui travaille dans une émission de télévision qui m'appelle, qui me dit est-ce que tu pourrais nous filer le téléphone de ta mère, machin, pourquoi? Parce qu'on voudrait la faire venir à l'émission, cool. Vous parlez de quoi? Oui, parce qu'on va se demander comment on va transmettre la Shoah quand les déportés sont tous morts. Je dis, mais va te faire foutre, tu vas pas inviter ma mère sur ton plateau pour parler de sa mort. Le jour où elle sera morte, touche du bois, bah on sera triste. Pas parce qu'on a perdu un foutu témoin. Bah oui. Et donc, Ouais, bien sûr, mais t'as pas demandé à Baba quand même. non, je n'ai pas demandé, elle m'engueulait, elle aurait voulu témoigner, elle aurait été très bien. Et mieux quand je suis pas là. Est-ce qu'il y a des choses qui te font ressurgir un peu ces traumatismes de la Shoah et tout, soit en parlant, soit des événements géopolitiques récents, des choses comme ça, tu vois? Ce qui s'est passé le 7 octobre, il est évident que... Non, ça te fait de la, non, ça te fait de la peine parce que ça te terrifie, parce que Myriam vit en Israël, parce que... Non, je pense que pas réactiver, parce qu'en fin de compte, je pense que ça reste, et surtout depuis que je vieillis quand même, que ça reste en moi. C'est des cicatrices qui se ferment pas. Ma peur, panique... pour vous, mes petits-enfants... Oui, donc c'est surtout ça, en fait, si c'est passé. C'est que quelque chose... pour moi, de défendre, de toujours faire attention aux plus petits que moi, il est évident que ça doit avoir un rapport avec la Shoah, puisque moi, j'ai été toute petite. Pour moi, les enfants, les petits-enfants, il faut les protéger... envers et contre tout. Envers et contre tout. C'est plus fort que tout. Je vous défendrai. Là, vous êtes grand, mais ça va sur les plus petits. Il faut les protéger. Théo, on avait fini le bouquin. Le bouquin est sorti en octobre. Juste après. Juste avant. Non, le bouquin est sorti juste après. 7 jours, c'était le 7 et nous on est sorti le 11. Bon, quelques jours après. Juste après l'attaque du Hamas, et donc en pleine guerre avec la réponse israélienne. C'est-à-dire que ce livre qui parlait de la mémoire, d'une mémoire familiale, de comment une personne octogénaire et son fils sexagénaire se réapproprient une histoire commune, est devenu autre chose, mais pas dans ce qu'il était lui-même. Ton grand-père était un militant socialiste et sioniste en France. Ta tante, ma sœur, vit en Israël. Tes 3 cousins sont israéliens. La plus jeune de tes cousines, Yael, a fait son service militaire comme instructrice de char. Myriam, ma sœur, quand elle est arrivée en Israël, a vécu dans un des kibboutz près de la bande de Gaza, Nir-Am, qui n'a pas eu de victimes parce qu'ils ont eu la chance, présence d'esprit, de pouvoir se défendre. Mais même ça, séparer les gens qui se défendent des gens qui ne savent pas se défendre, ça renvoie Non, ils ont eu bon, bref. Là, c'est la génération de tes cousins qui étaient dans cette rave party dans le désert où il y a eu un massacre. Donc, tu n'as pas besoin
de la Shoah pour être absolument traumatisé quand tu es juif, quand tu as de la famille israélienne. Enfin, on en a parlé 20 fois depuis, parce qu'il s'est passé là-bas. Non, mais je veux dire. Et si tu veux, pour ce qui est du rapport à la mémoire, à la Shoah, on sortait du bouquin, on l'avait exploré. Donc on était prêt, Evelyne était prête à en parler. Mais ce qui devait être une réflexion apaisée est devenu, dans le regard des journalistes, même dans le tien, des questions qu'on posait comme si le fait d'être passé par les camps, d'avoir une maman qui est passée par les camps, faisait de nous des experts en ça ressemble à un pogrom, ça ressemble à Shoah. Quand l'État d'Israël a été créé, je crois que ma mère était enceinte de mon petit frère. Il est né en 5 ans. On a été dans la salle de concert où on avait retransmis par radio la création de l'État d'Israël. La proclamation de Ben Gurion. Le concert-rebord où tu allais au concert? Oui, où j'allais au concert. Et mon père m'a dit, nous avons un État.